Bienvenue dans ce décryptage. On le sait tous, les règles administratives qui entourent la paye du 1er mai dans le secteur public, c'est souvent un vrai casse-tête, un labyrinthe absolu. Mais pas de panique, on va transformer cette usine à gaz en un parcours super simple et logique, sans jargon inutile. Et surtout, on a fait le choix de ne citer aucune référence juridique barbante pour aller directement à l'essentiel. Allez, c'est parti, on plonge dans les rouages administratifs de cette date vraiment unique. Au programme d'aujourd'hui, d'abord, le principe du repos férié. Ensuite, les fameuses exceptions avec les services essentiels. On enchaînera avec le travail inclus dans le cycle, puis les heures supplémentaires hors cycle. Pour finir en beauté avec le cas très particulier des agents sous contrat privé. Première partie, le principe du repos férié. C'est tout simplement la base, le point de départ incontournable de toute notre réflexion. Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'emblée, c'est que le 1er mai n'est pas un jour férié comme les autres. C'est littéralement le seul jour de l'année qualifié de férié obligatoirement chômé. En clair, ça veut dire que par défaut, la machine s'arrête. Le repos est la règle absolue et travailler y est en principe totalement interdit. C'est la fondation même du système. Du coup, on se demande logiquement quel est l'impact sur le portefeuille. Eh bien, c'est le scénario idéal. On ne travaille pas, mais la journée compte quand même comme du temps de travail effectif pour la comptabilité. La rémunération est donc maintenue à 100%, calculée au centime près sur la base d'un 30e du salaire mensuel normal. Bref, on bénéficie d'une protection financière totale. Mais attention, il y a un garde-fou assez strict. La règle d'or, c'est que le fait de ne pas travailler le 1er mai ne peut jamais être un super bonus par rapport à quelqu'un qui aurait bossé. Je m'explique. Si le 1er mai tombe un dimanche où le repos est déjà de mise, dommage, pas de jour de récupération en plus. S'il tombe en pleine vacances, il ne recrédite aucun jour de congé. Et en cas d'arrêt maladie ou maternité, il se fond dans le décompte habituel, sans prime miracle. C'est vraiment une stricte question d'équité. Sauf que, dans le monde réel, la société ne peut pas s'éteindre complètement pendant 24 heures. Alors, que se passe-t-il quand la continuité absolue du service devient une urgence ? Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, les exceptions, et plus particulièrement le maintien des services essentiels. Il y a des secteurs qui n'ont tout simplement pas le luxe de faire une pause. Imaginons les serviles de sécurité, les opérations de surveillance, ou le gardiennage d'installations vitales de l'État. Pour ces missions-là, le droit au repos passe à la trappe. La nature même de l'activité exige que des agents enfilent leur uniforme pour assurer la relève. Il faut bien que la continuité soit assurée. Forcément, cela soulève une énorme problématique. Comment rémunérer correctement ces travailleurs de l'ombre qui sacrifient un jour aussi protégé ? C'est là que l'administration sépare les choses en deux parcours bien distincts. Tout ça en fonction de la façon dont l'emploi du temps a été fait au départ. Troisième partie, le travail inclus dans le cycle, c'est-à-dire le travail planifié de longue date. C'est vraiment la différence fondamentale à retenir. Faire son service habituel juste parce que son roulement tombe un 1er mai, ça n'a absolument rien à voir, financièrement parlant, avec le fait d'être appelé en urgence. Regardons d'abord ce qui se passe quand le travail est inclus dans le cycle normal. Le salaire de base est maintenu, évidemment, mais avec une petite cerise sur le gâteau. Et cette cerise, elle est de très exactement 74 centimes d'euros. Non, ce n'est pas une blague. Pour un fonctionnaire territorial standard qui fait son roulement régulier, en plus de son salaire, il touche cette indemnité horaire de 0,74 € par heure travaillée. C'est assez symbolique, c'est vrai, mais c'est le tarif ultra précis fixé pour compenser un dimanche ou un jour férié régulier. En revanche, pour d'autres métiers, on change complètement de dimension. Prenons l'exemple des agents sociaux territoriaux. S'ils font une journée de 8 heures lors de ce fameux 1er mai, l'indemnité n'est plus un tarif horaire lilliputien, mais un forfait global de 52,26 €. On passe carrément d'une logique horaire à un gros bloc journalier. Et le système va encore plus loin pour le secteur médico-social, car il demande un engagement intense. Infirmiers, sages-femmes, puéricultrices, cadres de santé, techniciens, rééducateurs, toute cette première ligne qui ne peut décemment pas abandonner les patients bénéficie d'une tarification très spéciale quand le planning exige leur présence. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, il y a eu une revalorisation. Pour ces rôles médico-sociaux précis, l'indemnité forfaitaire est passée à 60 € tout rond pour 8 heures de travail effectif. Et pour être totalement exhaustif, on note que les aides-soignants touchent, eux, 50,26 €. C'est presque chirurgical comme barème. Mais reprenons notre scénario catastrophe. Et si l'imprévu frappe ? Que se passe-t-il si un agent est réquisitionné hors de son cycle normal pour gérer une urgence ? Quatrième partie, les heures supplémentaires hors cycle. Là, on change complètement de règle. Quand on vient travailler à l'improviste un 1er mai, on bascule immédiatement dans le grand bain des heures supplémentaires. Et là, c'est un peu à la carte. Soit c'est une compensation financière sonnante et trébuchante, soit c'est du temps de récupération. En général, c'est l'autorité locale qui va trancher la question en fonction des nécessités du service. Si la méthode financière est retenue, le résultat est impressionnant. Le taux horaire de base n'est pas juste majoré un peu, il fait un bond colossal des 2 tiers.
C'est une augmentation massive, ce qui est assez logique puisqu'il s'agit de compenser le sacrifice d'un jour d'ordinaire intouchable. Mais si on préfère le repos, comment ça marche? À la base, c'est du 1 pour 1. 1 heure travaillée égale 1 heure récupérée. La vraie petite astuce ici, c'est le principe de libre administration. Ça signifie que les mairies ou collectivités ont totalement le droit d'être plus généreuses, en appliquant des coefficients multiplicateurs. Par exemple, elles peuvent très bien offrir 2 heures de repos pour chaque heure travaillée un jour férié. Enfin, 5e et dernière partie de cette exploration, le cas des agences sous contrat privé. Il ne faut pas oublier que le secteur public emploie aussi des apprentis et des personnes en contrat aidé. Et pour ces profils, on efface l'ardoise. Les règles internes de la fonction publique disparaissent. C'est le code du travail classique qui reprend les rênes, et ce fameux code protège la règle du 1er mai chômé et payé avec une férocité incroyable. Pourtant, si par exemple un apprenti travaille dans un établissement qui tourne 24 heures sur 24 et qu'il est obligé d'être sur le pont, la loi frappe fort en sa faveur. Il va toucher son salaire régulier, auquel viendra s'ajouter une indemnité qui équivaut très exactement à son salaire journalier. Autrement dit, c'est littéralement une journée payée double. Pour conclure, une fois qu'on a fait le tour de ce gigantesque labyrinthe réglementaire, on se retrouve face à un véritable casse-tête philosophique. Toute cette mécanique ultra détaillée a finalement un seul grand but, gérer un paradoxe. Comment faire en sorte de garantir la continuité essentielle de nos services publics tout en préservant ce droit fondamental et si durement acquis au repos.